Vieillir, ça fait peur à tout le monde, que ce soit d'abord vieillir physiquement. C'est vrai qu'on a toujours du mal à voir notre corps changer, à accepter le fait qu'on va courir moins vite, mettre plus de temps à se remettre une grosse soirée, et surtout, les rides nous font beaucoup de mal. Moi par exemple, j'ai 27 ans, et j'ai déjà des sérums au ras pour enlever les quelques rides que j'ai sur le visage. Alors qu'à 27 ans, vieillir, c'est essentiellement payer plus cher le train et les transports en commun. Vieillir, c'est aussi ne plus comprendre le monde qui nous entoure, avoir peur de ne plus être dans le coup. Et d'ailleurs, petit indice, si vous dites encore l'expression être dans le coup, c'est que malheureusement, vous l'êtes plus. Vieillir, c'est surtout tabou pour les artistes. On préfère voir des artistes jeunes, flambant neuf, plutôt que des gens un peu marqués par la vie, surtout quand vous êtes une femme. Ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça que les acteurs et chanteurs abusent de la chirurgie esthétique pour essayer de garder un semblant de jeunesse éternelle. Mais contrairement aux acteurs qui peuvent évoluer dans leur choix de rôle au fur et à mesure que leur âge avance, pour les chanteurs, c'est un petit peu double peine. On va aussi bien juger leur évolution physique que leur évolution de mentalité, et on va critiquer le fait qu'ils n'ont plus la fougue de leur jeunesse. Je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. On considère que les albums classiques de Michael Jackson, ce sont Off the Wall, Thriller et Bad, que des albums sortis avant ses 30 ans. Avant ses 30 ans, Sting et le groupe Police ont fait rêver les auditeurs des années 80. Par la suite, tout ce qu'il a sorti en solo était plus confidentiel. My Beautiful Dark Twisted de Fantasy, le meilleur album de Kanye West, est sorti en 2010 alors qu'il avait 33 ans. Et selon les auditeurs rap, son dernier grand album date de 2016 alors qu'il n'avait pas encore 40 ans. Et c'est The Life of Pablo. Alors pourquoi aime-t-on avoir des hommes politiques âgés car ils connaissent la vie? Pourquoi on ne recrute pas des jeunes car ils n'ont pas assez d'expérience du travail? Pourquoi laisse-t-on vieillir une bouteille de vin pour qu'elle soit meilleure? Pourquoi tout le monde atteint son prime en vieillissant, mais pas les chanteurs? Les artistes sont-ils condamnés à être meilleurs jeunes et à perdre toute leur qualité artistique d'un coup comme ça dès 40 ans? L'artiste dont je vais vous parler aujourd'hui vous prouve que non, à 40 ans, on peut être meilleur qu'avant, démarrer une nouvelle carrière. Et cet artiste en question, c'est This Is. La France découvre This Is la peste au début des années 2000 avec son album Le Poisson Rouge et surtout le hit Je pète les plombs. Écoulé à plus de 500 000 exemplaires rien que pour le single, c'est un succès énorme et inattendu pour celui qui, quelques mois auparavant, passait son CAP dessinateur d'exécution en art graphique. Me demandez pas ce que c'est, j'en ai pas la moindre idée. 23 ans à peine et This Is la peste est la nouvelle coqueluche du rap français. Double disque de platine avec son premier album sorti en 2000, il réussit à avoir un nouvel album platine en 2022 avec L'amour. Et autant vous dire que des rappeurs français qui font platine à plus de 20 ans d'écart, c'est quand même très rare. Parce que si j'ai dit en introduction que pour les artistes c'était dur de vieillir, imaginez ce que c'est pour les rappeurs. Le rap est une culture encore jeune, arrivée au début des années 70 quand on parle du hip-hop, donc l'origine du rap. Donc 50 ans à peine seulement pour le mouvement rap, c'est très jeune si on prend l'histoire de la musique en général. Donc pour beaucoup de gens, le rap est une culture jeune, faite pour les jeunes, et par des jeunes. Et en même temps, c'est un peu vrai. Si on prend la radio référence de rap français Skyrock, c'est la radio dont la moyenne d'âge des auditeurs est la plus faible. On est sur une moyenne d'âge aux alentours de 29 ans, quand la moyenne d'âge des auditeurs radio pour les autres musicales est de 50 ans. Vous voyez vraiment une vraie différence. Le deuxième âge d'or du rap français, arrivé aux alentours de 2015-2016, coïncide avec l'arrivée des plateformes de streaming. Le public des plateformes de streaming, c'était quoi? Des jeunes, et c'est eux qui ont main d'avant le rap. Donc forcément, on se dit que le rap, c'est une culture de jeunes. Et donc, quand un artiste arrive à 40 ans ou plus, il a parfois un petit peu de mal à avancer et à être toujours pertinent. Et il y a plusieurs explications pourquoi des artistes ont du mal à vieillir dans le rap français. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas évolué, que ce soit dans leur texte, leur prod ou leur personnage. On va prendre l'exemple de Rof, qui a sorti son premier album un an avant celui de This Is. Ses premiers albums sont des classiques et ont cartonné en termes de vente. Et depuis les années 2010, Rof est devenu un mème et l'exemple un peu du rap de nos grands frères. Il a pas réussi à s'adapter et propose la même chose qu'en 2005, sauf qu'à bientôt 50 ans, il nous cringe plus qu'autre chose. Même chose par exemple pour un cynique, important au milieu des années 2000 et qui maintenant est dans un relatif anonymat. D'autres vont essayer de jouer les jeunes par opportunisme ou par coup marketing, et on va prendre l'exemple de La Fouine. La Fouine, pareil, c'est une grosse star fin des années 2000, début 2010, avec beaucoup de classiques qui ont marqué une génération de rap français, mais il y a eu un tournant, c'est la Team BS. En 2015, il lance le collectif Team BS avec Cindy, une candidate de pop star dont il était jury quelques mois plus tôt, pour se rapprocher des jeunes et faire quelque chose de plus variété et plus R&B. Ça a été très mal accueilli par les fans de La Fouine, perturbés par ce changement radical. S'en est suivi une traversée du désert pour l'artiste qui a fait son retour aux flammes l'année dernière en faisant un medley de ses classiques. Essayer de jouer aux jeunes pour se rapprocher du public jeune, c'est quelque chose que This Is la peste avait critiqué dans l'album Pacifique et dans le morceau Quand je serai KO. Vous êtes ce genre de vieux tonton qui met la jeunesse sur ses genoux, DISIZ, longue carrière comme Maldini, c'est quand tu veux faire le jeune que tu commences à mal vieillir. Industriel et compagnie, quelle sacrée bande de vampires, ton marketing s'adresse aux jeunes, meilleur moyen de les faire fuir, bitch. Il y a aussi ceux qui jouent aux jeunes ou qui du moins se comportent pas comme on attend de quelqu'un de 50 ans. Et là, forcément, le premier nom qui vous vient en tête,
c'est Booba. Booba, il a la plus belle carrière du rap français. Il est présent depuis la fin des années 90 et lui, pour le coup, contrairement à Lafouine ou à Rof, il a su s'adapter musicalement sans que ça fasse coup marketing. Il a même été précurseur avec l'arrivée de l'autotune sur son album 09 sorti en 2008. Son premier album est sorti en 2000 comme celui de This Is La Peste et 25 ans plus tard, il continue à sortir des morceaux qui cartonnent. Le dernier exemple en date étant Dolce Camara en feat avec SDM sorti l'an dernier. Booba a bien évolué musicalement et la preuve, chaque génération d'auditeurs de Booba aura son album préféré. Il va y avoir Temps Mort et Westside pour les anciens et pour un public plus jeune ça va être Nero Nemesis. Et d'ailleurs, étant un public plus jeune, Nero Nemesis est mon album préféré de Booba. Alors si je parle de Booba qui joue aux jeunes ou qui n'a pas un comportement qui correspond à ce qu'on attend d'un homme de presque 50 ans, c'est pas par rapport à sa musique, mais ce qu'il fait sur les réseaux. Depuis quelques années, Booba est devenu plus un tweetos ou instagrammeur qui veut clasher tout le monde. C'est déjà gênant quand on voit un mec à 15 ans avec une pépé banga, donc imaginez quand c'est Booba, le plus grand rappeur français. Et c'est encore plus cringe quand on se rappelle qu'il a quasiment 50 ans. T'es le GOAT du rap français, te comporte pas comme un vulgaire troll. Et dernière catégorie de vieux rappeurs qui ont du mal à rester pertinents, ceux qui tout simplement décident d'arrêter. En 2023, André 3000 du duo Outkast sort son premier album solo, un album 100% instrumental où il joue de la flûte. Alors que les fans de rap attendent son premier projet solo depuis la fin de Outkast quasiment 20 ans plus tôt, lui n'a semble-t-il pas grand chose à raconter. Chez JQ, pour faire la promo de cet album de flûte, il disait ceci. Disons que parfois ça paraît vraiment inauthentique pour moi de rapper, parce que je n'ai aucun sujet à aborder de cette manière. J'ai 48 ans, je ne veux pas dire que l'âge est un facteur déterminant quand tu rappes, mais d'une certaine manière, c'est le cas. Je vais parler de quoi ? Faut que je fasse une coloscopie ? Sur quoi tu rappes ? Ma vue est en train de baisser ? Bien sûr, tu peux trouver des façons cool de le faire, mais bon. Selon André 3000, passé un certain âge, on n'a plus forcément quelque chose à raconter, en tout cas pas quelque chose à raconter dans le rap. Mais il y a des contre-exemples. On va prendre l'exemple de Jay-Z, qui a sorti son dernier album en 2017, 444, où il parle de sujets qu'il n'avait jamais évoqués avant et qu'il n'aurait d'ailleurs pas pu évoquer avant. Il traite de son mariage balbutiant avec Beyoncé, sa paternité, ses défauts et le coming out de sa mère. Depuis, il n'a pas sorti d'album et, à mon avis, il n'a pas prévu d'en sortir d'autres. Un autre exemple de rappeur qui lui aussi a atteint un prime en vieillissant, c'est Nas. Il avait sorti son classique Illmatic comme premier album en 1995, mais ses albums sortis dans les années 2020, la trilogie King's Disease, sont considérés comme ses meilleurs albums au niveau d'Illmatic, et l'un d'entre eux a d'ailleurs été récompensé par un Grammy, le premier de l'artiste. Être âgé, ça n'empêche pas de rapper ni d'avoir des choses à raconter. Juste, il faut accepter que tu ne le feras pas de la même manière qu'avant, il faut t'adapter. C'est ce que disait justement DC's au micro de Mehdi Maizi dans une interview en 2022. Tu vois, si moi je devais rapper aujourd'hui, vraiment utiliser le logiciel rap pour rapper, je pense que je serais chiant. Tu penses ? Ouais, je pense que je serais Pourquoi ? chiant. Parce qu'on est chiant à ton âge, pas forcément. Non, c'est pas ça, mais c'est que pour moi, pour pas être chiant, justement, c'est vivre avec son temps et son énergie, tu vois. Et mon énergie, elle est comme ça aujourd'hui. Parce que dans le rap, comme tu disais, aussi, il y a le côté ego trip, tu vois. Il y a le côté... Et moi, à mon âge, dire que je suis le plus fort des rappeurs et tout ça, la vérité, ça m'intéresse pas, tu vois. Je laisse ça aux gens qui sont plus forts en rap parce qu'ils ont l'âge, parce que, tu vois. Mais moi, je trouve ça un peu bête. Au fond, en fait, DC's, il est d'accord avec André 3000. Mais lui, plutôt que d'arrêter, il a décidé d'évoluer comme il l'a toujours fait. This Is La Peste a eu plusieurs carrières en une seule. Au début des années 2000, This Is La Peste est un rappeur un petit peu comme les autres, un genre de banlieue qui parle de ses déboires dans ses cités et qui parle un petit peu de ses origines. Et lui, pour le coup, ça fonctionne très bien. Succès commercial avec son premier album qui fait disque d'or et son album Les Histoires Extraordinaires d'un jeune de banlieue, récompensé d'une victoire de la musique du meilleur album rap, raga, hip-hop, R&B de l'année. En 2009, il arrête le rap avec l'album This Is The End, où il se plaint du côté bling bling du rap, du gangsta rap avec les rogamos, les hommes musclés et les filles à poil au bord des piscines. Il décide alors de tenter autre chose avec un nouveau nom. Fini This Is La Peste et bonjour à This Is Peter Punk. Avec l'album Dans le ventre du crocodile, un album beaucoup moins rap et plus punk, vous l'aurez deviné. La même année, il obtient son diplôme d'accès aux études universitaires, un diplôme que l'on passe à la fac et qui est un équivalent du bac pour pouvoir ensuite faire des études supérieures. Il s'inscrit alors en fac de droit et sort également deux romans, Les Derniers de la rue Ponty en 2010 et puis René en 2012. Ensuite, retour au rap avec la trilogie Lucide et les trois albums Lucide, Extra-Lucide, Translucide. Et enfin, la dernière era, la plus récente, qui démarre avec l'album Pacifique sorti en 2017, mais ça je vais la détailler un peu plus tard parce qu'il y aura une partie consacrée à celle-ci. Et en fait, l'évolution artistique de This Is La Peste est semblable à celle du rap français. Dans les années 2000, c'était des kickers, souvent de la banlieue, qui avaient des revendications politiques. Au début des années 2010, le gangsta rap est moins présent pour laisser place à quelque chose d'un peu plus alternatif, pour enfin se rapprocher à la variété ou à la pop dans les années 2020 avec beaucoup de chants et de plus en plus de projets qui parlent de ce qui se passe à l'intérieur des artistes, leurs doutes, leurs craintes, leurs tristesses, leurs joies, leurs sentiments en somme. Et c'est aussi la même évolution que les hommes, ou en tout cas ce qu'on attend de la masculinité. Moi j'ai grandi à une époque où c'était mal vu que des hommes pleurent, montrent ses sentiments, fassent attention à eux, à leur peau, à leur santé mentale. Il fallait que ça soit des hommes, voilà, taillés, musclés,
qui pue, qui avait des mains rêches, qui pouvait bricoler, qui pleurait pas et qui n'avait pas besoin d'aide. Heureusement que ça a changé parce que je serais un petit peu dans la merde si ça continuait comme ça. This Is La Peste, c'est pas le seul artiste à avoir expérimenté tout au long de sa carrière, avoir fait des pas de côté pour essayer de tenter autre chose. Non, je ne vais pas parler de Kanye West, même si c'est pas l'envie qui me manque, mais je vais parler de quelqu'un qui est d'ailleurs présent sur le dernier album de This Is, Kid Cudi. Kid Cudi est l'un des artistes les plus influents des 15 dernières années, en étant l'un des premiers à parler aussi directement de ses problèmes, de ses doutes, de sa tristesse, de sa dépression, de ses addictions, dans sa désormais cultissime trilogie, Man on the Moon. Toujours attiré par l'alternative, que ce soit dans le rap ou dans le rock, Kid Cudi saute le pas en sortant en 2015 l'album Spinning Bullet to Heaven, un album 100% rock, et c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. N'écoutez pas. Il reviendra à quelque chose qui ressemble plus à Man on the Moon sur l'album d'après, et ensuite il va former le duo Kid See Ghost avec Kanye West, qui là aussi va être un rap un petit peu alternatif, psychédélique. Oui, j'ai parlé de Kanye West. Je vous avais dit que j'avais envie d'en parler. Et tout au long de sa carrière, Kid Cudi a voulu expérimenter, tenter des choses et ne pas rester dans des cases, comme This Is La Peste. Mais problème, c'est que si This Is a bien évolué, pour Kid Cudi, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un artiste des années 2010, peut-être l'un des plus influents de cette génération, qui a permis à beaucoup d'artistes de changer, que ce soit dans leurs paroles ou dans leur production. Le meilleur exemple étant Travis Scott. Mais Kid Cudi est devenu un petit peu ringard, et en fait son prime est vraiment derrière lui. Et tout ce qu'il fait semble un petit peu réchauffé. Du copier-coller de ce qu'il faisait il y a 10 ans, mais la qualité en moins. Et pourtant il tente des choses, il expérimente, mais il y a un truc qui marche plus, il est devenu ringard. Son dernier album Freeze, sorti cet été, a fait moins de 18 000 ventes la première semaine et n'a pas trouvé sa place dans le Billboard Top 50. Alors c'est vrai que les chiffres de vente ne reflètent pas forcément la qualité de l'album, mais là pour le coup, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. Du tout. Alors que de son côté, This Is est numéro 1 en France avec le morceau Mélodrama en feat avec Théodora. La période qui nous intéresse le plus chez This Is La Peste, c'est l'actuelle. Celle démarrée en 2017 par l'album Pacifique, ensuite l'album This Is Là en 2018, l'album L'amour, quand je dis l'album L'amour, le chef-d'œuvre L'amour sorti en 2022, et le dernier projet sorti la semaine dernière, on s'en rappellera pas. 4 albums sortis une fois que l'artiste est devenu quadragénaire, même si pour être totalement précis, Pacifique est sorti quelques mois avant le 40e anniversaire de This Is. Mais en arrivant à cet âge avancé, 40 ans c'est pas avancé, mais dans le rap français c'est un petit peu avancé, il est pas déconnecté des jeunes générations, parce qu'il s'intéresse à ce qui se fait musicalement, et qui sont les artistes qui proposent des nouvelles choses. En 2017, il invite Hamza sur le morceau Marquise, quelques semaines avant que le Belge ne sorte sa mixtape 1994. Un morceau qui correspond parfaitement à ce que fait Hamza à cette période. Et on retrouve d'ailleurs Ponko à la prod, lui qui est un collaborateur historique du Belge. C'est un morceau lover, chanté, qui s'intègre parfaitement dans l'album. This Is La Peste ne se travestit pas pour collaborer avec Hamza, il choisit l'artiste parfait pour le mood du morceau. Sur This Is Là, Niska est invité sur le morceau Cercle Rouge. Niska est encore jeune dans le paysage du rap français, mais il a déjà fait des bangers Mathieu Charo et Réseau. Sur ce morceau, il vient pour kicker comme il sait le faire sur une prod agressive. Là encore, Niska est invité sur un terrain qu'il connaît et qui s'intègre parfaitement dans la DA du projet. Les deux derniers feats majeurs de This Is sont ses deux plus gros succès. Il y a d'abord Rencontre avec Damso sur L'amour et cette année Mélodrama avec Théodora. Deux morceaux qui ont fini numéro 1, notamment grâce à la présence de Damso et Théodora. Et ce qui est fou, c'est que ces deux morceaux sont les deux premiers numéro 1 de This Is dans toute sa carrière. Je vous avais dit que Je pète les plombs avait été un gros succès, mais il avait atteint seulement la 6ème place du top 50, ce qui est déjà incroyable, mais du coup ces deux premiers numéros 1 sont donc Rencontre en 2022 avec Damso et Mélodrama avec Théodora en 2025. Il aura fallu plus de 20 ans de carrière pour que This Is soit enfin numéro 1 au classement. Il prend pas des jeunes artistes pour faire des tubes, c'est ce qu'il répète à longueur d'interview, il est pas là pour faire des tubes d'ailleurs, Je pète les plombs n'a rien d'un tube, normalement. Alors qu'avec plus de 20 ans de carrière et plus de 40 ans, on pourrait imaginer que This Is fasse partie des dinosaures du rap français appréciés par les puristes, ceux qui sont là depuis le début. Et ben non, en fait, This Is a un public de plus en plus jeune, mais un public divisé en deux parties. Il y a le public avant Pacifique et le public après Pacifique, public dont je fais partie. En fait, il arrive à renouveler son auditoire d'année en année, d'œuvre en œuvre. Le 16 mars 2022, il fait un concert au Trianon pour accompagner la sortie de l'album L'amour. 75% des gens qui ont pris leur place avaient entre 18 et 25 ans. Pas mal pour un daron de 45 ans. Je vous ai parlé plutôt de la nouvelle ère de This Is. Mais qu'est-ce qui relie ces 4 derniers albums, à part le fait qu'ils soient sortis lorsque l'artiste a soufflé ses 40 bougies? Eh ben, il y a un lien bien plus fort que ça entre ces 4 projets. Ces 4 albums sont la preuve que This Is La Peste a vieilli, et même bien vieilli, et qu'il est devenu un nouvel homme. Ce qui ressort de Pacifique, This Is Là, L'amour, et on s'en rappellera pas, c'est qu'on a un This Is qui s'assume et qui est même apaisé. Même si ce deuxième aspect, celui de l'apaisement, est peut-être celui qu'on va un peu plus nuancer, mais vous allez voir, ça va devenir très rapide. Et aussi des thèmes qu'on retrouve très régulièrement dans ces 4 projets,
l'amour et la mer. Le 9 juin 2017 sort Pacific, un album qui diffère par rapport au précédent. Je vous avais parlé des expérimentations punk avec This Is Peter Punk et ensuite d'un retour au rap. Et bah là, en fait, This Is, il arrive à faire un mélange un petit peu de tout ça et de prendre tous les styles musicaux qui l'intéressent. Il en parlait d'ailleurs dans une interview à Bouscapé. J'avais cette frayeur de faire des titres qui ne sont pas rap, mais plutôt pop et que les gens ne comprennent pas. Mais si tu dis ils ne comprennent pas et que ça plaît aux gens, finalement c'est que la musique a changé. C'est mon album le plus dur à enregistrer. T'as de l'électro, de la pop, des beats rapides, des beats plus lents, beaucoup de chants et beaucoup d'autres textures. On va s'intéresser aux chants. C'est la première fois que This Is chante vraiment sur un album. Sur This Is Peter Punk il chantait aussi parce que c'est rock punk et il y a du chant. Mais sa voix elle est feutrée, il n'arrive pas à tout sortir, comme s'il y avait quelque chose au fond de la gorge qui l'empêchait de s'assumer pleinement. Sur la trilogie Lucide et des morceaux un peu plus anciens, il chante aussi, mais il y a de l'autotune. Pour cacher ça, c'est l'artifice utilisé par tous les rappeurs de l'époque. Et bah là, sur Pacific, il n'y a plus d'artifice. En fait, il n'y a pas d'artifice parce que This Is La Peste va vraiment se livrer sur cet album et parler de thèmes qui l'impactent vraiment. Il raconte l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à trouver sa place sur Radeau, Splash, Carré Bleu. Il fait aussi un bilan de sa carrière dans Compliqué ou Quand je serai KO. Il parle de relations amoureuses tumultueuses dans Menteur Menteuse ou À Petit Feu. On voit aussi un homme inquiet des évolutions du monde dans Autre Espèce ou encore Poisson étrange qui fait forcément écho au nom de son premier album, Le Poisson Rouge. L'album s'appelle Pacifique et sur la pochette aux teintes bleues, on voit This Is La Peste caché par une vague. On trouve les morceaux Radeau, Carré Bleu ou La fille de la piscine. L'eau et plus particulièrement la mer ont donc un rôle important dans cet album. L'immensité de la mer lui permet de trouver un petit peu de calme et la possibilité de s'évader d'un monde qui est devenu trop violent et trop compliqué pour lui. On a donc là un This Is La Peste qui veut et qui réussit à s'apaiser. Le 14 septembre 2018 arrive This Is Là, un album très différent du précédent. Retour au rap pour This Is La Peste qui cette fois-ci ne regarde pas la mer pour tourner dos à ses problèmes, non, il va les affronter vraiment, il va rentrer dedans. Le nom de l'album est une combinaison de This Is et Godzilla, le monstre japonais créé par des essais nucléaires réalisés par des humains. C'est donc un monstre qui a été créé par un environnement néfaste, mais qui essaye parfois de faire le bien et même parfois représenté comme un symbole écologique. Le monstre n'est pas forcément méchant dans la culture japonaise et c'est le message que veut faire passer This Is La Peste dans ce projet. Alors que la couleur de Pacifique était un camailleux de bleu, là on tend vers un jaune pétant, agressif. Les prods planantes de l'album précédent laissent place à des beats agressifs avec des grosses basses qui restent et qui appuient bien les propos de l'artiste. Et les noms des morceaux reflètent bien le côté monstrueux du projet et de This Is La Peste à cette époque. Kaiju, This Is Là, Mastodonte, Hiroshima, Fuck l'époque, Dialogue entre monstres, Niquer la fac ou encore Cercle rouge qui est donc l'inverse de Carré Bleu. Mais il y a quand même deux morceaux qui sont reposants et qui sont même optimistes et c'est les deux derniers tracks de l'album. Tout partira et Ulysse en feat avec un de ses enfants, Iri. Deux morceaux où This Is La Peste lui-même puis son fils se disent que voilà tous ses problèmes, toute sa rage, tous ces monstres qui sommeillent en lui vont petit à petit disparaître. Après avoir laissé sortir son côté monstre pendant tout l'album, ça y est, This Is La Peste est apaisé et il peut aller de l'avant et il se ressent sur les personnes qui comptent le plus pour lui, sa mère et ses enfants. Du coup on a un homme qui assume ses monstres, qui finit apaisé, qui profite de l'amour de ses proches, mais il n'y a pas de référence à la mer, MER. Ces deux albums peuvent être vus comme les deux faces d'un même homme. D'un côté, un homme qui cherche à s'apaiser de manière pacifique, de l'autre côté, un homme qui crache sa haine pour pouvoir s'en sortir. Et en fait, cette dichotomie de This Is La Peste à cette époque, elle va s'expliquer par ce qui se passe dans sa vie privée à ce moment-là. La période 2017-2018, c'est la fin de son mariage avec sa femme, mariage qui aura duré plus de 20 ans. Et donc forcément on peut imaginer qu'il se passe plein de choses dans sa tête. Mais une fois que la relation est finie, ça y est, This Is La Peste se sent bien, il est apaisé après la fin de cette relation qui était toxique. Comment je le sais ? Pour une simple et bonne raison. Changement de nom. This Is La Peste était devenu This Is Peter Punk à un moment pour ses expérimentations dans le punk, mais maintenant This Is La Peste n'est plus. This Is s'appelle This Is. Plus de peste, plus de maladie, plus d'infection, juste un This Is. Doux, simple. Comme s'il était apaisé. Il faudra attendre 4 ans pour entendre de nouveau This Is avec l'album L'Amour, qui est, je dois le dire, un de mes albums préférés de tous les temps. Ce projet raconte le cycle d'une histoire d'amour. Le projet démarre avec 3 morceaux qui parlent d'une fin de relation, Sublime, Casino, Tue l'amour. Ensuite, il explique les raisons de cette fin en assumant ses erreurs et dévoilant sa face cachée et sombre. En gros, il a mis des cartouches à droite à gauche. Ça se retrouve sur Weekend Lover, Poids lourd ou Alléluia, mais ça y est, la dépression post-rupture est finie, et This Is est de nouveau chaud pour parler à des filles, et se met en mode drague sur C'est le love ma gueule, Dispo, Beau garçon ou Catcher. Et comme l'amour l'emporte toujours, ça y est, This Is repart dans une nouvelle histoire, redevient romantique, et vit ce qu'on a tous vécu, ou du moins je vous le souhaite, les premiers mois de romance idyllique où tout est super avec les morceaux All In, Klimt Terminal 2 et Emoji Soleil Jaune. Je vais m'attarder 2 secondes sur le morceau Emoji Soleil Jaune. Je vous ai parlé tout à l'heure du hit de l'album Rencontre avec Damso qui a été un des plus gros succès de l'année 2022 et 2023, mais celui qui aurait dû être un tube, qui aurait dû avoir un clip extraordinaire, qui aurait dû être sur toutes les stories Instagram de l'été 2022, 23, 24, 25 jusqu'à la fin de l'éternité,
c'était Emoji Soleil Jaune. Je ne comprends pas pourquoi DC's n'en a pas fait plus avec ce morceau et pourquoi il n'a pas été le deuxième single. C'est un morceau extraordinaire et qui est le meilleur morceau de l'album devant Rencontre. Je le dis, devant Rencontre. Et l'album se finit sur le titre L'amour, là aussi en feat avec l'une de ses enfants, Nafo Rehari. Dans cet outro, DC's s'évade et kiffe tout bonnement la vie parce que l'amour est revenu et reviendra. Et donc DC's est apaisé, d'où cette petite balade de fin d'album. Encore une fois, on retrouve de l'apaisement et le fait de s'assumer dans ce projet. Et pour les références à la mer, vous allez me dire, c'est là que DC's part avec sa nouvelle copine dans Klimt Terminal 2 et dans Emoji Soleil Jaune parce que l'amour, c'est plus sympa au bord de la mer au soleil. La pochette de l'album est sublime. On y voit DC's dans la carte d'une fenêtre devant une mer d'un bleu magnifique. L'album est vraiment pop avec uniquement du chant, excepté sur le morceau avec Damso, et des prods qui sentent l'été et le soleil. Même sur les 3 premiers titres qui traitent de la fin de la relation, il y a quand même un côté estival. En fait, dites-vous que cet album, c'est une journée d'été. Les premiers morceaux, on est sur... Il est 3, 4 heures, 5 heures du matin, il commence à faire un petit peu froid, ça va être dur. Puis en fait, au fur et à mesure, c'est de plus en plus ensoleillé. Et on finit avec Rencontre où il est 1h du matin et il fait chaud, on est bien, on est dehors. Et le morceau final de L'amour avec sa fille, c'est cette petite balade où vous avez, c'est les mecs un petit peu pénibles qui jouent de la guitare au bord du feu sur la plage. On les aime pas, mais ça marche parfaitement pour l'album. Et la proposition a plu parce que c'est le premier disque de platine de DC's avec plus de 100 000 ventes. Et le morceau avec Damso a fait disque de diamant. Et c'est à ce jour le morceau le plus streamé de DC's avec plus de 100 millions de streams sur Spotify. L'album cumule 222 millions de streams, même total pour la réédition sortie l'année d'après, et c'est 2 fois plus que le nombre de streams de Pacific qui était jusque-là l'album le plus streamé. DC's a tenté quelque chose et heureusement pour lui, ça a plu. Arrive alors le 14e et dernier album à date de DC's, on s'en rappellera pas. Un album qui est un peu une synthèse des 3 projets précédents. L'expérimentation musicale est encore plus assumée puisque DC's alterne entre les styles pop, électro, rap, rock, et ça se voit en fait rien que dans le choix des feats parce qu'on retrouve Laurent Voulzy, Iliona, Theodora et Kid Cudi. Là, c'est quand même un beau mélange. Et il assume plein de choses dans cet album. Ses doutes, sa mélancolie, sa nostalgie, ses erreurs et son amour pour les drogues. Et sur cet album, après chaque morceau, on va voir une version pas édulcorée de DC's. On retrouve quoi ? On retrouve une référence à la mer, évidemment. Après être sorti à Amsterdam bourré, arrive le morceau Récif. Quand DC's part de ses doutes d'adolescent perdus sur Paroboy, on enchaîne avec Surfer en feat avec Laurent Voulzy, puis le morceau, ça s'appelle La Mer. Et si dans l'album précédent il parlait de l'amour avec sa compagne, cette fois-ci la personne qu'il aime et dont il parle, c'est sa mère, notamment sur les morceaux On s'en rappellera pas et Rire de pleurer. Sur la pochette, on voit un enfant que j'imagine être DC's, faire de la balançoire, mais il est caché par une vague. Une vague semblable à celle sur Pacific. Et je vous avais dit que DC's s'était apaisé en passant de DC's la peste à DC's sans majuscule. Là, aucun des tracks de l'album ne comporte de majuscule. À 47 ans, DC's n'a jamais été aussi apaisé qu'à ce moment-là. Tout est doux, tout est calme, et pour le coup ça, on s'en rappellera. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'écouter DC's. DC's, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et hier, il était invité à la régulière chez Mehdi Maizi sur France Inter. Et Mehdi Maizi lui disait qu'il est possible qu'il ait un public avant et après Pacific. Et c'est clair, je fais partie du public après Pacific. Je connaissais DC's La Peste à l'époque, mais c'était pas un artiste qui m'intéressait vraiment. Et j'ai découvert sur Pacific. Et depuis, c'est devenu un de mes artistes favoris. Mais vraiment sur ces 4 albums-là qui, je trouve, sont tous très beaux, et j'ai essayé de vous retranscrire un petit peu mon amour de ces albums dans ces vidéos, et surtout tout ce qu'il y avait derrière, toute la construction, parce que il n'est pas arrivé comme ça par hasard. J'aurais voulu avoir derrière moi dans le décor les vinyles de l'amour ou de On s'en rappellera pas, mais ils sont pas disponibles et j'ai du mal à les avoir. Du coup, j'en profite, vu que c'est bientôt Noël, maman, papa, vous savez ce qui me ferait plaisir. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube, que vous likez cette vidéo, que vous la partagiez sur les réseaux, que vous laissiez un commentaire pour donner un petit peu votre avis, votre album préféré de DC's, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon analyse, qu'est-ce que vous aimez ou pas dans ce dernier projet. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, à mon compte Twitter, à mon podcast, toutes les infos sont en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la team.